Bonjour, c'est Claire Nise. Voilà, on est sur ces audios bonus du mois de juillet. On est sur ce podcast des 13 dynamiques du féminin sacré, un podcast assez particulier où on étudie tout le long d'une roue de l'année sous un regard chamanique, l'évolution énergétique, en lien avec les différentes lunes de l'année et l'impact qu'il y a pour nous. En ce mois de juillet, le regard chamanique nous proposait de regarder la notion sacrée de l'amour. Nous avons donc parlé de l'amour, nous avons parlé du couple, nous avons parlé de la famille, de la sexualité, nous avons parlé du célibat, nous avons parlé de différents autres thèmes encore et nous sommes sur la fin du mois de juillet où nous sommes sur les audios bonus, c'est-à-dire qu'on approfondit certains sujets pour aller un petit peu plus loin en lien avec notre société française. Alors on a eu aussi les bonus sur l'évolution de la société en France en lien avec la famille, les couples, la parentalité. Et voilà. Et suite à ça, eh bien, il me paraissait évident de parler du mouvement LGBT. Donc il va y avoir 3 audios bonus autour de ce sujet. Le premier, celui-ci, où on va regarder ça sous un angle sociétal. Le deuxième audio sera plutôt consacré à l'écoute de l'homosexualité en lien avec cette roue chamanique et ce que moi je peux en dire aujourd'hui en tant que sexo-conjugothérapeute et guérisseuse. Et le troisième audio sera dédié à la théorie du genre et au transgenre et à ce que moi je peux en dire toujours avec le prisme de cette roue chamanique, mais aussi avec mon regard de sexo-conjugothérapeute et de guérisseuse. Voilà, donc là, dans un premier temps, nous allons parler de plutôt l'évolution sociétale. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Il faut vraiment comprendre en fait de manière sociétale ce qu'on vit, sinon on cristallise nos pensées, nos idées et on reste dans des postures assez violentes en termes de dualité. Il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en France depuis les années 2000 à peu près, donc depuis le début du XXIe siècle, avec le mouvement LGBT qui a pris beaucoup plus d'ampleur actuellement, en fait nous vient en Europe en tout cas du XIXe siècle. C'est au XIXe siècle qu'il y a eu des scientifiques, des penseurs suisses, allemands et autrichiens qui se sont positionnés sur leur homosexualité et qui ont revendiqué le fait de pouvoir appartenir à une troisième catégorie qui serait un troisième genre sexuel. Il faut savoir que tout ce que l'on vit aujourd'hui au niveau sociétal, c'est-à-dire tous ces mouvements, ces revendications et ces rapports de force qu'il peut y avoir aussi dans nos familles ou dans la société, est issu d'une forme de persécution et d'oppression de ces personnes qui avaient des relations affectives et sexuelles différentes que les personnes bisexuelles. Donc, je vais parler de l'Europe, mais il y a eu la même chose aux États-Unis, Canada, Québec. En fait, les lois en Europe, jusqu'il n'y a pas longtemps, en fait, réprimaient l'homosexualité et donc c'était condamné par la loi d'avoir des relations sexuelles avec les personnes du même sexe. Donc c'était non seulement condamné, donc passible d'une pénalisation, mais en plus c'était considéré comme une pathologie mentale. Et donc les personnes homosexuelles étaient regardées par le reste de la société comme étant des personnes un petit peu étranges, peut-être plus ou moins dangereuses, et finalement
assez comme, enfin, on pourrait regarder des personnes qui ont des pathologies mentales, hein, ou une anormalité humaine, on les considérait comme étant une forme quand même de fléau dans la société. Donc, c'était condamné évidemment par les églises, par les protestants, c'était condamné par la loi et c'était regardé comme une pathologie. Et en général, comme toute différence de la norme sociale, c'était rejeté, condamné, critiqué, moqué. Donc il y a eu les homosexuels étaient regardés avec mépris, dégoût, rejet et on leur lançait des insultes. Donc au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a eu quelques grands penseurs, médecins, scientifiques qui ont commencé à prendre la parole, à lancer des mouvements pour revendiquer leur normalité et demander l'abrogation de ces lois et de demander à ce qu'on les considère autrement. Il faut savoir que dans ces mêmes années, donc fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y avait aussi sur les mêmes pays, donc Suisse, Autriche, Allemagne, voilà essentiellement, tout un mouvement aussi relié à la psychologie et à la psychanalyse et l'émergence de plusieurs médecins qui recherchaient sur la maladie mentale. Donc tout ça était dans un même mouvement social où on commençait à s'intéresser à comment fonctionnait la psychologie et le conscient et l'inconscient des gens, et avec l'émergence de la psychanalyse. Et donc il y a eu aussi plusieurs médecins qui ont revendiqué le fait que l'homosexualité n'était pas une maladie, mais bien un genre sexuel différent. Il faut bien comprendre qu'il y avait vraiment dans ces sociétés, en tout cas dans les sociétés européennes, de l'homophobie et vraiment un rejet total de ces personnes-là. Alors, c'est en 1921 qu'il y a eu une ligue mondiale qui s'est créée pour la réforme sexuelle, à laquelle ont adhéré des médecins réformateurs et des représentations issues de 25 pays, dont 16 européens. Donc il y a eu à ce moment-là une internationalisation de la question. Et face à cette homophobie courante, cette ligue réclamait de la part des États membres une attitude rationnelle à l'égard des homosexuels, hommes et femmes, et la reconnaissance de l'appartenance au domaine de la vie privée des relations sexuelles entre adultes consentants. Alors, et donc ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la montée du nazisme et le nazisme déportait et exterminer les homosexuels. Donc, c'est quand même, on va dire, l'identité homosexuelle porte en elle vraiment la persécution, l'oppression, la honte, le fait d'être reclus, d'être rejeté de la société. Et porter l'identité homosexuelle, c'est quand même porter une identité forte en termes de souffrance. Bon, après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le constat de tout ce qui s'était passé au niveau des camps de concentration. Et il y a eu quand même dans la société française un conservatisme qui était là. Et donc, ce sujet de l'homosexualité était quand même mis de côté par la société. Et puis sont réapparus discrètement des clubs promouvant des lectures, des conférences, donc toute une forme de sociabilité pour les homosexuels. Donc on est dans les années 1950 et il va y avoir comme ça, entre autres,
aux Pays-Bas, mais aussi en France, petit à petit, des revendications de nouveau autour des droits des homosexuels et aussi une confrontation d'idées et donc on va dire du camp opposé qui dit qu'en fait l'homosexualité est vraiment toujours un fléau social au même titre que l'alcoolisme, dit l'amendement Mir-Gay en 1960. Alors, il va y avoir des mouvements en Europe, après ça part en Angleterre, hein, où à partir de 1960, c'est l'Angleterre la première qui dépénalise l'homosexualité. Et puis en France, il va y avoir le mouvement de mai 68. Alors, en parallèle, hein, vous vous souvenez, on est sur le mouvement des féministes qui veulent, elles aussi, réclamer l'égalité des droits avec les hommes et vont commencer à revendiquer leurs droits. Et en France, dans ces années 1960 et après il y a eu mai 68, le mouvement féministe va prendre sous son aile les revendications, entre autres des lesbiennes, et puis ensuite va se greffer dessus les homosexuels hommes. Donc au début, ce que réclamaient les homosexuels, c'était l'égalité des droits. Il faut savoir qu'ils ne réclamaient pas le mariage homosexuel parce qu'ils avaient toujours peur d'être fichés par les gouvernements et qu'un jour ça se retourne contre eux, qu'ils revivent une nouvelle vague de discrimination. Donc c'est vraiment ancré dans l'identité sexuelle, cette discrimination. Donc la revendication du mariage pour tous, à la base, n'est pas venue des homosexuels eux-mêmes. Le mariage pour tous, c'est un mouvement qui est venu des États-Unis et qui a rejoint la France avec l'idée, finalement, toujours dans le mouvement, que ça s'inclut dans le mouvement des féministes, finalement, il y avait une évolution en France sur le mariage, sur la gestion des naissances et aussi donc sur la revendication de divorce, plus facile, et sur le pacte. Et en même temps, qu'on revendiquait l'égalité des droits des femmes et des hommes, on a donc revendiqué l'égalité des droits des homosexuels. Et finalement, ce sont les féministes et tout le mouvement qui est arrivé des États-Unis qui ont revendiqué le mariage pour tous aussi, donc le mariage pour les homosexuels. Alors, là-dedans est arrivé dans les années 89-90 l'épidémie du sida. Et donc, tout un remaniement dans les sociétés de création finalement d'organisations pour sensibiliser l'opinion publique par rapport à ce virus et lutter contre cette épidémie. Et donc, ces organisations ont pris aussi à bras le corps la cause des homosexuels pour finalement les protéger du sida et enrayer l'épidémie. Donc face à ces mobilisations, le Parlement européen va inviter ses États membres dans les années 89 à dépénaliser les relations homosexuelles et à reconnaître les unions de couples de même sexe. Et c'est qu'en 1993 que l'Organisation mondiale de la santé supprime l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc vous voyez, c'était il n'y a pas longtemps. C'est greffé à tout ça donc la lutte en fait contre les minorités sexuelles, donc homosexuelles, et c'est greffé à cela ensuite le transsexuel. Et donc petit à petit on arrivait à ce sigle LGBT. Aujourd'hui on est à LGBTQI, LGBT pour lesbienne, L pardon pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, Q pour QR et A pour asexuel et plus pour tout le reste des minorités sexuelles qui se rajoutent à toute cette liste. Donc lesbienne, c'est les homosexuels entre femmes, gay, c'est entre hommes, bis, c'est les personnes qui revendiquent le fait d'être attirées par les sexes opposés, mais aussi par les personnes de même sexe.
les transgenres, c'est les personnes qui revendiquent le droit de changer de genre. QR, ce sont les personnes qui ne s'identifient à aucune catégorie relative à leur orientation sexuelle et à leur identité de genre. Intersexes, ce sont les personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui n'entrent pas dans le standard mâle-femelle conventionnel. Donc, il peut s'agir soit d'organes génitaux atypiques, ou d'une production anormale, ou d'une sensibilité aux hormones atypiques, ou d'un karyotype atypique. Donc, on en voit régulièrement, entre autres en service de néonatologie, des bébés qui naissent avec des karyotypes XXY, par exemple, ou avec des organes sexuels où on ne peut pas définir, s'ils sont un homme ou une femme. Donc, eux, on les appelle les intersexes. Et puis, il y a la catégorie des asexuels. Ce sont des personnes qui ne ressentent pas ou guère d'attirance sexuelle pour une autre personne. C'est une forme de désintérêt pour le sexe. Voilà. Et plus parce que il y a des personnes qui définissent leur orientation sexuelle encore différemment de ce qui est nommé là. Donc aujourd'hui, on parle du mouvement LGBTQIA+. Donc au début du XXIe siècle, en application donc, de la Charte européenne des droits fondamentaux, les États membres de cette charte se montrent plus attentifs aux revendications de ce mouvement LGBTQIA+. Et entre autres, cette charte, interdit toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et protège les personnes transgenres des discriminations fondées sur le sexe, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce que l'on observe hors de l'Union européenne, c'est qu'il existe encore des pays qui réprimandent l'homosexualité ou tout ce qui est en lien avec le LGBTQIA+. Bon, ça c'est le côté un petit peu sociologique et historique. Qu'est-ce que moi j'observe de mon point de vue en tant que psychosocio-somatothérapeute, parce que la sociologie fait partie aussi de mon métier, l'étude de la sociologie pour comprendre le lien entre les souffrances des personnes, le lien avec leur relation à la fois familiale et sociale. Qu'est-ce que moi j'observe dans la société? Donc déjà une société qui évolue rapidement, il y a eu vraiment un bascule, on est passé dans une nouvelle société avec une multicouche, une société multicouche, où il y a peut-être les anciennes générations qui n'ont pas compris toute l'évolution de la société et qui ne comprennent pas le bain dans lequel baignent nos jeunes, en fait. Donc ça va très vite, donc il n'y a pas de liant entre les couches. Et chaque génération arrive dans un bain sociétal différent qui va créer une cohésion sociétale en elle-même. Donc c'est comme 1000 couches, si vous voulez. Donc il va y avoir une incompréhension entre ces couches et donc ça va créer des frictions dans les familles, au sein même des familles, parce que par manque de dialogue. Donc ce qu'on observe, c'est que ces sujets-là génèrent des réactions très épidermiques de tous les côtés et qu'il est encore difficile de faire des tables rondes et de pouvoir parler calmement de ces sujets. Donc on a bien compris que c'est la même chose finalement que de parler des Juifs. Tout ce qui a été envoyé dans les camps de concentration à la Deuxième Guerre mondiale reste dans des blessures fortes. Ce sont des identités qui sont très blessées et qui sont encore dans cette blessure qui à peine cicatrise. Donc, toute personne qui s'identifie à l'identité homosexuelle ou transgenre ou tout ce qu'on a nommé, va avoir tendance, par opposition à la discrimination sociale de longue date et aux lois, à réagir de manière très vive pour défendre son identité et ses droits. On peut observer aussi que le mouvement LGBTQIA+,
plus a été repris par des politiques et des lobbies. Et qu'il y a depuis une vingtaine d'années à peu près, une montée en puissance de une forme de manipulation des lobbies sur ces personnes-là pour se faire de l'argent et pour amener la société dans un certain sens. Et on observe quand même dans ces mouvements une forme d'endoctrinement, de manipulation des foules. Et on se demande pourquoi. En fait, quand on prend du recul, quand on regarde comment ça se passe, on se dit pourquoi certains partis politiques ou certains lobbies ont intérêt comme ça à s'emparer du sujet, à manipuler et endoctriner les foules. Bon, il va y avoir une opposition entre ce mouvement social et la religion, surtout au niveau du catholicisme. Je pense aussi des musulmans. On voit moins ça chez les protestants, mais en tout cas, il va y avoir comme ça encore un clivage, une scission entre on va dire la pensée un peu spirituelle et la pensée, le revendiquement de l'égalité des droits et de la protection des minorités et du vulnérable. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'homosexualité ou du transgenre ou de la théorie du genre et de se positionner, d'avoir son positionnement. On ne peut plus en parler finalement calmement si toute personne qui apporte finalement un regard différent de l'idéologie sociétale, elle est cataloguée comme transphobique ou homophobe. Donc, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas débattre, on ne peut pas faire de table ronde dans des regards pluridisciplinaires pour écouter finalement ce sujet-là sur plusieurs plans, c'est-à-dire sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan sociétal, collectif et sur le plan plus spirituel. Vous savez, je vous avais parlé de la différence entre l'idéal et l'idéologie. De mon point de vue, on est embarqué actuellement dans un mouvement idéologique qui est un petit peu en rébellion avec le mouvement idéologique inverse qui était d'opprimer et de cataloguer les homosexuels. On est parti dans l'inverse en réclamant l'égalité des droits et l'égalité surtout. On est parti sur un mouvement qui est en rébellion et qui est en réaction et qui va défendre des idées et créer l'idéal. L'idéal serait une société tolérante, responsable et qui a créé tout un mouvement idéologique qui fait qu'aujourd'hui c'est un sujet sur lequel on ne peut plus parler sans être catégorisé soi-même de transphobique ou homophobe si on n'adhère pas à l'idée générale du mouvement, l'idéologie générale de la société. Et c'est dommage, et c'est pour ça que moi je vais reprendre mon droit aussi à pouvoir poser mes mots, en essayant de prendre en compte tout cela, parce que pour moi ce sont des sujets qui sont profonds, où il y a beaucoup de souffrance encore, et sur lesquels il faut qu'on puisse avoir la liberté de pouvoir poser sa pensée et de pouvoir avoir une pensée libre, surtout de pouvoir réfléchir de manière libre et de sortir de la dualité de l'opposition, bien mal d'un côté, de l'autre, d'être pro LGBT ou contre, etc. Mais plutôt d'essayer d'élargir son regard parce que ce sujet-là est un sujet complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que déjà, comme on vient de le voir, il y a toute une histoire, une identité sociale d'oppression qui est finalement dans le gène de ces sujets-là. Et si on ne prend pas en compte ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, parce que ça vient
finalement atteindre à la liberté individuelle d'adulte, et ça vient stigmatiser comme étant bizarre, fou, bestial, anormal, une orientation sexuelle. Et aujourd'hui, on en est dans l'évolution sociétale à la libération des mœurs et à vouloir la liberté sexuelle. Et donc, on ne peut plus parler de ces sujets-là sans sans porter atteinte à l'individu sur sa liberté sexuelle. Et ça, c'est considéré comme étant grave. Cependant, je pense qu'il faut rester finalement, plutôt, j'ai envie de dire, sortir de l'émotivité, de la réactivité, prendre du recul et regarder, considérer d'où vient le symptôme de la souffrance, au-delà de ça. C'est-à-dire, finalement, est-ce que ces personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres, intersexuelles, asexuelles, etc., est-ce qu'il y a de la souffrance ou pas, en individuel? Et est-ce que ces personnes ont la liberté, si elles souffrent, si finalement ce qu'elles vivent c'est comme un symptôme personnel, est-ce qu'elles ont la liberté de consulter? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, en interdisant le questionnement d'un dysfonctionnement quelque part, on interdit aux personnes de consulter. Je m'explique. Quand quelqu'un a des symptômes de nourriture, par exemple, de compulsion alimentaire ou d'anorexie, la personne sait que ce qu'elle vit, c'est pas normal. C'est pas pour ça que on lui dit que c'est mal et qu'on se moque d'elle et qu'on l'insulte. Mais à un moment, on va l'inviter à consulter pour essayer de comprendre le rapport qu'elle vit avec son corps et qu'est-ce qui se passe et d'où vient sa souffrance. Souvent, la cause de la souffrance, elle est très complexe, elle est multidimensionnelle et donc on ne peut pas mettre des gens dans des cases, on ne peut pas avoir une pensée duelle, sinon, effectivement, on n'accueille pas les personnes et leurs symptômes et on a de la difficulté à les aider à traverser cette épreuve pour finalement se guérir. Parce que le symptôme, de mon point de vue, il est en train de parler d'un déséquilibre. Alors, de mon point de vue, par rapport à tout ce qui est LGBTQIA+, là, l'idéologie actuelle nous interdit maintenant, par réaction, de pouvoir se poser la question « et si c'était un symptôme chez certaines personnes, peut-être pas chez toutes, mais chez certaines personnes, et si elles avaient besoin de consulter d'aide, et si, quelque part, leur être leur demandait de traverser cette épreuve pour grandir ?» Et là, elles sont piégées, elles ne peuvent pas consulter. Parce que tout le monde lui dira que non, il n'y a pas de problème. Alors, ce que j'essaye de dire que peut-être qu'il y a des personnes qui sont homosexuelles et que c'est une autre identité de genre et qu'il n'y a pas de symptômes pour elles et qu'elles ne sont pas en souffrance. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont homosexuelles et que c'est peut-être pas leur identité de genre naturelle et qu'elles, en fait, c'est l'expression d'un symptôme et elles ne se sentent pas, elles sont comme manipulées, embarquées, elles ne sont pas libres de consulter pour les aider sur leurs symptômes, en fait, qui est relié, qui est profond, parce que tout ce qui est relié à la sexualité, à la relation à l'autre, à la relation amoureuse, au cœur et à l'identité, eh bien, on est au cœur de tous les questionnements qu'on se pose en thérapie, c'est le cœur des sujets en thérapie, et si on ne peut pas accueillir dans ces espaces-là les homosexuels de la même des façons, alors c'est qu'on a un problème, c'est qu'on est en train d'empêcher ces personnes de gérer leur souffrance. Je reviendrai aussi sur, évidemment, le transgenre. Je peux en parler déjà un petit peu ici. Vous savez, quand on fait des études pour être sexo-conjugothérapeute, c'est des choses qu'on étudie dans tous les sens, ça, parce qu'après, au cabinet, ce sont nous qui accueillons ces personnes-là.
par rapport au transgenre, on est quand même, comment dire, enseigné pour écouter en fait si la souffrance que vit la personne, c'est finalement effectivement un dysfonctionnement, une pathologie, et auquel cas on peut l'accompagner pour l'aider là-dessus, ou si c'est vraiment une transition qu'il faut accompagner. Nous avons aujourd'hui un petit peu de recul sur l'évolution de tout ce mouvement pour savoir que aujourd'hui, il y a des personnes qui font leur transition de genre et qui le regrettent derrière. Et qu'il y a des personnes qui voulaient faire les transitions et avec un travail thérapeutique, finalement, ne le veulent plus et se réconcilient avec leur corps et leur identité et trouvent une forme de résilience et de guérison et de joie à être elles-mêmes dans leur identité. Donc, il me paraît dangereux. J'ai l'impression que ce mouvement sociétal, c'est comme un flux dans lequel sont pris les gens, un rapide qui les embarque, et où elles sont plus leur libre arbitre et leur capacité finalement à prendre du recul et à vraiment se faire aider pour aller vraiment voir au fond d'elles-mêmes quel est réellement, qu'est-ce qu'elles sont réellement en train de vivre. Bon, et je ne parle pas de toute la manipulation psychologique que l'on fait à nos enfants quand on leur dit qu'aujourd'hui ils naissent sans genre et que c'est à eux de choisir leur genre. Là, pour moi, on est vraiment dans un symptôme sociétal où il va être rapidement important que les professionnels de la santé des enfants se positionnent pour alerter la société. Donc, au niveau individuel, ça me paraît important, tout me paraît important, c'est d'accueillir les personnes différentes comme elles sont et d'essayer de comprendre la différence et de se rencontrer dans nos différences. Il me paraît aussi important de pouvoir entendre si ce que vive la personne, c'est un symptôme dont elle souffre, de pouvoir les accueillir dans leur souffrance et de leur proposer un espace de travail sur elles, protégé et d'évolution sur leur souffrance pour éventuellement en sortir. Et oui, au niveau individuel, aujourd'hui, on comprend bien que repositionner l'homosexualité comme étant possiblement à un moment un symptôme va faire hurler à l'homophobie, puisque c'est ce que disaient les lois dont on vient de s'abroger il n'y a pas longtemps. Donc, on comprend bien qu'on est comme pris au piège, au cœur d'un foyer très ardent de réactions à gauche et à droite et qui ne nous laisse pas la liberté de penser et d'agir dans un regard pluridisciplinaire et dans une écoute neutre et professionnelle, j'ai envie de dire. Maintenant, si on regarde au niveau des familles. Au niveau des familles, vous savez, on avait vu dans un des derniers audios de juillet, là, nous avions vu les différents niveaux de responsabilité. Et c'est là-dessus que je m'appuie pour un petit peu dézoomer sur ces sujets-là qui sont un peu sensibles. Donc, je regarde le niveau individuel, la porte de l'Est, et maintenant, je regarde le niveau familial, la porte du Sud. Au niveau des familles, pour créer une famille et créer des enfants, il faut un corps d'homme et un corps de femme. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous pouvons créer des familles en étant homosexuels? Eh bien, ça a été l'évolution de la science et entre autres la revendication des femmes à disposer de leur corps librement, et elles ont revendiqué la maîtrise des naissances. Du coup, elles ont revendiqué la maîtrise des naissances du côté je veux pouvoir ne pas avoir d'enfants, faire l'amour et ne pas avoir d'enfants, et choisir le nombre d'enfants que je veux, et du coup on a proposé des techniques comme la pilule du lendemain, comme les stérilés, etc., préservatifs, tout ça. Et il y a eu aussi la revendication des femmes à pouvoir avoir des enfants si elles ne pouvaient pas en avoir. Et là, je vous renvoie à l'audio que j'ai fait sur l'évolution sociétale
et aussi sur la rencontre des hommes et des femmes aujourd'hui. Deux audios différents, mais où j'ai parlé de tout ça. Finalement, l'évolution des familles a fait passer l'enfant à un stade d'enfant roi, enfant désiré, finalement enfant objet. Et dans les couples, on a commencé à se dire combien on veut d'enfants, à quel âge, et à maîtriser les naissances. Et l'enfant n'est plus venu naturellement par la nature, mais on va dire avec la revendication des femmes de gérer leur corps et les naissances, l'enfant est devenu un objet de désir, et du coup, on est passé sur l'enfant roi et sur l'enfant objet. En même temps que les femmes revendiquaient leur liberté des droits, elles embarquaient avec elles, le mouvement féministe embarquait avec elles les lesbiennes, et puis ensuite les gays, donc après les homosexuels, et puis ensuite les bisexuels, et ensuite les transgenres, etc., etc. Donc il y a eu toute une évolution comme ça. Et donc les homosexuels, au début, je rappelle, revendiquaient juste le fait qu'on leur permettre d'être ensemble, que ce soit légal, et leur égalité des droits. Mais avec l'évolution de la maîtrise des naissances, tout d'un coup, s'est posé la question pour les homosexuels. Alors, j'ai grillé une étape. Il y a eu, juste avant ça, la revendication du mariage pour tous. Donc, il y a eu d'abord la revendication finalement de la liberté sexuelle. Ok, chacun fait ce qu'il veut chez lui, dans son lit, entre adultes consentants. Et la société n'a plus à y mettre son nez dedans. Ok, ça ne concerne plus la société. Ensuite, ça a concerné un peu la société quand il y a eu le VIH. La société a dit il faut qu'on s'occupe de ce problème parce qu'il y a une épidémie qui prend chez les homosexuels. Il va falloir qu'on s'occupe de ce problème et donc ça concernait la société à ce moment-là. Ensuite, quand il y a eu la revendication pour les femmes de pouvoir vivre en concubinage, donc de se libérer du mariage en fait, hein, puisque c'est intéressant de voir qu'il y a une opposition de mouvement, les femmes ont revendiqué le droit d'être et les hommes aussi ensuite, en couple sans être mariés. Donc le concubinage, et donc il a fallu que la société s'en empare pour légiférer autour de ça, pour aussi la protection des enfants, etc. Donc le mariage est passé aussi en mariage civique, hein. On a quitté le mariage religieux, on est passé en mariage civique, ça c'était déjà pendant la Révolution française, donc on est en avance là-dessus. Et ensuite, on a voulu alléger les procédures de divorce et puis la possibilité de vivre en concubinage. Et puis, on s'est posé la question de la parentalité, de la protection des enfants avec tout ça. Et donc est arrivé aussi le Pacs en même temps. Et dans ce mouvement-là, il y a eu la revendication aussi pour les homosexuels de pouvoir se marier, de créer une famille finalement. Se marier, pour eux, c'était une façon de vivre un couple socialement égalitaire que les hétérosexuels. Ils voulaient l'égalité des droits. Si les hétérosexuels se marient, nous aussi, on a le droit de se marier. Mais je fais remarquer qu'il y a une inversion en fait. Les hétérosexuels ont plutôt revendiqué le droit à ne plus se marier si vous voulez, et les homosexuels ont revendiqué le droit à se marier. Bon. Quand il y a eu cette évolution-là et que les hétérosexuels ont pu se marier, donc finalement, ça veut dire quoi? Quand on se marie, c'est qu'on crée un couple. Eh bien, en même temps, il y a eu l'évolution technologique qui permettait le contrôle des naissances. Et s'est posé la question, pourquoi les femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants dans un couple hétérosexuel pourraient avoir droit au recours à l'insémination artificielle ou à la fécondation in vitro, et pas les lesbiennes. Du coup, eh bien, les lesbiennes ont revendiqué leur droit aussi à pouvoir avoir des enfants sans qu'il y ait de papa, finalement. En même temps, dans les pays européens avoisinants, la législation
a évolué de manière différente qu'en France. Et donc, les homosexuels ont pu commencer à aller dans des pays envoisinants, comme par exemple la Belgique, pour faire de l'insémination artificielle, puis de la fécondation in vitro. Et puis, petit à petit, est apparu aussi, dans les pays environnants, ce que l'on appelle la gestation pour autrui, autrement dit, les mères porteuses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme c'était aussi la période où il y avait une montée de communication par Internet et puis des réseaux sociaux, donc tout cela s'est su. Et du coup, il y a commencé à avoir des couples homosexuels qui sont allés dans les pays environnants pour soit faire de l'insémination artificielle ou de la fécondation in vitro, ou soit de la gestation pour autrui pour les homosexuels hommes. Et donc là, ils ont revendiqué aussi le droit à avoir des enfants. Donc, c'est là où, sur un regard finalement sociologique, moi je pose la question, c'est mon point de vue, pourquoi forcer la nature? Et moi je pense que la société a aujourd'hui le droit de se poser ces questions-là sans être cataloguée comme homophobe ou transphobe. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Est-ce qu'on a assez de recul? Est-ce qu'on va l'anticiper? Alors, il y a plein de choses à regarder. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants au niveau sociétal, d'avoir deux papas ou deux mamans? Mais je ne parle pas de dire comme ça, tout va bien pour eux. Non, non, c'est une vraie question psychologique et psychanalytique que je pose là. Qu'est-ce qui se passe aussi pour ces personnes qui sont désirées et qui ne viennent pas par la nature, qui sont désirées, qui sont rendus objets, qu'on va quasi acheter. Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants qui ont été dans un utérus d'une mère porteuse et qui ensuite ont deux papas et pas de maman? Qu'est-ce qui se passe pour ces bébés éprouvettes? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau aussi mémoire cellulaire, dans leur corps, dans leur énergie, dans la mémoire cellulaire? Vous savez, quand on travaille sur les souffrances psychologiques, émotionnelles, nerveuses, le stress du corps, des maladies, etc., à des moments, on est amené à travailler sur la mémoire cellulaire. Et la mémoire cellulaire va nous faire aller travailler sur la mémoire du fœtus, la mémoire de la conception, la mémoire du fœtus, la mémoire de la naissance et la mémoire des premiers mois de vie. Il y a tout un tas de courants thérapeutiques qui travaillent depuis 40-50 ans là-dessus. Et on sait aujourd'hui que la mémoire dont sont porteuses nos cellules nous constitue, et c'est là-dessus que nous nous construisons. On appelle ça l'empreinte de naissance. L'empreinte de naissance, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis les 9 mois avant ma conception, au moment de ma conception, ma gestation, ma naissance et les 9 mois après ma naissance. Donc ça fait comme ça 27 mois où en fait il va y avoir une empreinte vibratoire dans mes cellules et émotionnelle qui va me configurer au niveau biologique. Et ça va configurer mes pensées, mes émotions, mon stress intérieur, mes cellules, etc. Quand on travaille sur la mémoire cellulaire, eh bien, on va retrouver des informations qui sont bloquantes pour la personne et qui va entraîner des dysfonctionnements, des symptômes, voire des maladies. Personnellement, j'ai été amenée à travailler sur des personnes qui ont été bébés éprouvettes. C'est pas simple en termes de mémoire cellulaire ce qu'on retrouve dans le corps, hein. C'est très compliqué. Évidemment, ça va créer des troubles à l'identité, ça. Et des grosses souffrances au niveau finalement spirituel, au niveau psychologique et au niveau avec leur corps. Donc on va retrouver des souffrances dans l'âme et dans le corps. On retrouve des souffrances, si on reprend notre roue chamanique, côté Mars, l'incarnation, blessure d'incarnation, avril, l'âme, mais le corps. Bon, quand on regarde l'évolution des familles et ce bébé qui devient un objet de désir, ça pose aussi une question en termes de
de rapport en fait entre les parents ou les mamans et l'enfant. Et moi, je pose des questions. Je pose des questions en fait. Pourquoi forcer la nature? Où c'est qu'on va au niveau sociétal? Donc ça, c'est le côté sud de la roue où on regarde le regard un peu familial, filial. Ensuite, il y a le côté ouest de la roue. Et vous vous souvenez, je vous avais dit que le côté ouest de la roue correspondait au collectif, à la contribution au collectif. On peut se poser la question sur ces enfants. Moi, je parle des enfants parce que pour moi, c'est normal que dans l'individuel, il ait sa liberté et ses choix de vie, sa liberté sexuelle, ok. À partir du moment où on va faire une fécondation in vitro, une insémination artificielle ou une gestation pour autrui, on inclut une tierce personne qui, elle, n'a rien demandé. Donc, on a un pouvoir d'action sur une personne qui, elle, n'a rien demandé. Et on va imposer à une tierce personne ses choix de vie. C'est là la question que je pose sur le côté familial. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. Quand on est issu d'une fécondation naturelle, ce sujet-là, au moins, il se pose pas. Alors, il se pose quoi? Il se pose, est-ce que j'ai été conçu dans l'amour? Est-ce que c'était le devoir conjugal? Est-ce que ma mère avait un amant? Finalement, est-ce que j'étais adoptée? Il y a toujours ces questions qui sont en filigrane et qui sont ô combien des sujets brûlants en thérapie. Bon. Maintenant, si on rajoute le côté insémination artificielle, gestation pour autrui, bébé éprouvette avec des parents homosexuels, ça complique vraiment les affaires pour la personne le bébé qui va grandir, qui va devenir un enfant, une personne. Au niveau collectif, est-ce qu'on a aujourd'hui assez de recul pour pouvoir regarder comment évoluent ces enfants au niveau sociétal en fait? Et est-ce qu'on se permet de faire des études et est-ce qu'on se permet d'alerter? Est-ce qu'on se permet d'autoriser ces personnes de venir en thérapie pour poser leurs souffrances si elles en ont? Aujourd'hui, il y a un interdit sociétal. Finalement, il y a une pensée commune qui semble dire ben non, c'est très bien, ces enfants, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Il y a une forme de déni pour moi. À partir du moment où on n'est plus autorisé à se poser des questions, à partir du moment où si on m'invite sur un plateau télévisé, si je dis ça, il va y avoir une levée de bouclier, on va me dire que je suis homophobe, il y a un problème. Il y a un problème sociétal. Et là, la question, elle est sociétale. Voilà, ça, j'avais envie de le dire. Et ensuite, il y a le côté nord de la roue qui nous parle de l'aspect du divin et du sacré. Bon, moi, j'ai bien envie quand même, dans cette roue, d'avoir la liberté de dire qu'à partir du moment où on touche quelque chose qui est naturel, qu'on touche les lois sacrées, il est possible que derrière, ça va créer du dysfonctionnement, et dans l'individuel, et dans la famille, et dans le collectif, etc. Donc voilà, moi, j'avais quand même envie, dans cette première audio, sur ce regard un peu sociétal, de dire, ok, on comprend, le symptôme sociétal, on comprend les revendications, on comprend la libération des mœurs, de la sexualité, l'affranchissement des lois et des lois religieuses. Ok, tout ça, ok. On comprend qu'on peut accueillir les différences sexuelles de chacun et qu'on peut s'écouter, en parler, observer, ok. Mais à partir du moment où on va, de mon point de vue, toucher finalement au sacré, toucher au corps, toucher à la conception, toucher à la vie, moi j'alerte, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une déviance sociétale maintenant et où c'est qu'on va parce que derrière, vous savez, on dit dans le transgénérationnel,
que les blessures, on les transmet sur 9 générations. C'est pas rien, 9 générations. Qu'est-ce qui va se passer pour les 9 générations qui suivent? Et est-ce qu'on va avoir la capacité d'aller l'investiguer, de se poser des questions, d'en prendre conscience, de le nommer et d'y réfléchir socialement, ensemble? Voilà, c'est ce que je voulais questionner ici dans cet audio, dans ce bonus-là. Voilà, il va y avoir donc 2 autres audios, un audio sur l'homosexualité et un audio sur la théorie du genre et le transgenre, pour aller un peu plus loin sur ces sujets-là, de mon point de vue, en tant que guérisseuse, c'est-à-dire quelqu'un qui va investiguer dans les champs vibratoires et énergétiques. Donc je vous dirai ce qui se passe quand on travaille avec ces personnes-là, quand elles viennent consulter au cabinet, que ce soit les homosexuels ou les enfants d'homosexuels, avec mon regard de sexo-conjugothérapeute et mon regard de thérapeute systémique et familial. Voilà, donc on abordera ces sujets-là dans les audios qui suivent. Alors à bientôt!